Merci aux étudiants de m'avoir fait la confiance pour assurer cette première intervention qui est toujours la plus délicate, de pouvoir lancer, si je puis dire, les travaux et d'essayer de donner le ton. J'ai trouvé de prime abord que c'était une assez drôle d'idée que de parler de bien-être au travail, puisque effectivement je rejoindrai les propos introductifs du président de l'IUT. On a plutôt l'habitude de parler de mal-être au travail, de burn-out, de stress, etc. Et finalement, c'est une façon positive de voir les choses. La première question qui m'est venue en tête, c'était quand même de se demander s'il était possible que le travail puisse assurer le bien-être. Est-ce que c'est la fonction du travail d'assurer le bien-être de l'individu ? Je ne sais pas, ce sont des questions que je laisse à votre réflexion, mais on peut gager en tout cas qu'il puisse y contribuer dans une certaine mesure. Nous sommes tous conscients aujourd'hui que la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle n'est pas forcément étanche. La vie professionnelle est particulièrement invasive. En dernier lieu, vous n'êtes pas sans ignorer peut-être que le législateur a consacré un droit à la déconnexion. Mais on connaissait le même problème avec les astreintes, avec le télétravail, etc. On connaît aussi le problème à l'envers, c'est-à-dire l'invasion de la vie privée dans le travail, avec les problèmes de suicide au travail que j'aborderai et qui ont souvent défrayé la chronique. On va voir comment la jurisprudence les traite. Je crois qu'il ne faut pas oublier de rappeler tout d'abord que le contrat de travail, plus précisément par l'effet du contrat de travail, le salarié met en quelque sorte à la disposition de l'employeur son corps, ou du moins sa force de travail. Pour autant, est-ce qu'il met à la disposition de son employeur sa personne entière ? Est-ce qu'il lui remet en entier sa santé, qu'on peut considérer comme son bien le plus précieux ? Je vais me référer à un professeur connu en droit du travail, le professeur Suppiot, qui disait que l'objet du contrat de travail, c'est une aliénation de l'énergie musculaire et de l'énergie mentale. Alors c'est intéressant puisqu'il écrivait cela dans un article en 1994 et que c'est seulement en 2002 que la dimension mentale de la santé est entrée dans le Code du travail avec la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Et donc je reviendrai d'ailleurs sur l'article qui parle de la santé physique et mentale du salarié. Et ensuite, effectivement, depuis une dizaine d'années, on a une certaine accélération de cette thématique, accélération dans le processus législatif, dans sa prise en compte, avec notamment l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 qui parle de qualité de vie au travail, et puis dernièrement la loi Rebsamen du 17 août 2015 qui essaie de mettre en œuvre cette qualité de vie au travail, et puis je vous ai cité le droit à la déconnexion dernièrement. Donc je vais essayer de ramasser mon propos, ça n'a pas été forcément facile, et en se demandant d'abord donc qu'est-ce que c'est que cette notion de bien-être. Alors, premier constat, c'est qu'elle n'est pas définie juridiquement, mais elle n'est pas tout à fait inconnue. Vous avez une loi qui est une loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Vous voyez, article 4, le roi peut imposer aux employeurs, aux travailleurs, etc. Le bien-être est recherché par des mesures qui ont trait à la sécurité au travail. Le problème, c'est que c'est une loi du Royaume de Belgique. Alors, c'était une petite blague belge pour commencer, mais aussi, c'était intéressant de voir qu'un droit qui est quand même assez proche du nôtre, en 1996, a intégré la notion de bien-être au travail. Alors en droit français, je me suis amusé à rechercher l'expression bien-être dans les textes de loi. On le trouve dans un règlement qui est codifié au Code du travail, article R2320 du Code du travail, consacré au comité d'entreprise,
qui dit que par ses activités sociales et culturelles, le comité d'entreprise tend à l'amélioration des conditions de bien-être. Ensuite, on a ce fameux accord national interprofessionnel du 19 juin 2013, qui est, je dirais, un petit peu plus intéressant, puisqu'il a une approche un petit peu plus globale, même si on n'a pas une définition du bien-être. Il parle de qualité de vie au travail, mais cela renvoie à l'expression de bien-être. Donc, la qualité de vie peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement. C'est intéressant, et qui englobe l'ambiance, la culture de l'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie, etc. Vous pouvez voir aussi un droit à l'erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué. Alors, cet ANI, je ne l'ai pas mis dans l'ordre chronologique, mais il faisait suite déjà à un premier rapport qui n'a pas connu véritablement de traduction législative ou réglementaire, un rapport Lachman en 2010, mais c'est intéressant puisqu'il était intitulé, il est assez court d'ailleurs, hein, Bien-être et efficacité au travail, avec des propositions très précises. Et c'est intéressant de voir qu'on mettait en lien le bien-être et l'efficacité au travail. Et plus particulièrement, j'attirais votre attention sur les points 8 et 9, puisqu'on va les retrouver un petit peu dans la rapide analyse de la jurisprudence qu'on va voir, c'est-à-dire le 8e point, anticiper et prendre en compte l'impact humain des changements, donc l'organisation du travail en quelque sorte. Et 9e point, la santé au travail ne se limite pas aux frontières de l'entreprise, et toute la difficulté aujourd'hui est bien de savoir où se situent les frontières de l'entreprise. Donc mon intervention, je la ferai en 3 points, c'est-à-dire que je n'ai rien retenu de mes études de droit, puisque nos professeurs de droit nous ont toujours enseigné qu'il fallait raisonner en 2 points. Alors je ferai un plan en 3 parties. Je me suis un petit peu émancipé. Une rapide typologie, d'abord un rapide rappel du cadre légal et réglementaire de la santé et de la sécurité au travail. Ensuite, nous verrons aujourd'hui la nécessité d'appréhender la situation de travail dans sa globalité. Et enfin, la difficulté de limiter la prévention des risques et donc de délimiter ce qu'est le bien-être au travail et dans quelle mesure il peut constituer un objectif atteignable ou s'il peut être effectif. Dans le cadre légal et réglementaire, je rappellerai très rapidement que historiquement, en fait, le droit du travail s'est constitué sur la prévention de la santé. Les premières lois sont intervenues en droit du travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, et d'abord en agissant sur le temps de travail. Puis progressivement, la problématique du temps de travail s'est déplacée de la santé vers un terrain un petit peu plus politique, mais les premières lois, c'est sur la santé. C'est sur la réduction du temps de travail. Donc d'abord une rapide typologie des droits et obligations en matière de santé et sécurité, rapide donc non exhaustif. D'abord, obligation de prévention des risques pour l'employeur. On est passé en quelque sorte historiquement d'une logique de réparation des risques à une logique de prévention. C'est là toute la difficulté aujourd'hui de pouvoir mettre en œuvre d'ailleurs cette prévention. L'employeur est d'abord aujourd'hui débiteur d'une obligation de sécurité de résultat. Ça, la Cour de cassation nous le dit depuis les fameux arrêts du 28 février 2002, rendus dans le cadre de l'amiante, donc de maladies professionnelles, mais c'est transposable aux accidents du travail. L'employeur est donc débiteur d'une obligation de sécurité de résultat. Précisément, la Cour de cassation nous dit... notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La difficulté pour l'employeur, c'est de démontrer qu'il n'avait pas pu ou avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et vous... présenter bien entendu la difficulté en ce qui concerne les risques psychosociaux. Donc, mesures de prévention, obligation de prévention,
avec des mesures de prévention des risques qui sont déclinées en 2 formes, une obligation d'information sur les risques, avec une obligation d'information renforcée pour certains postes de travail, et une obligation de formation des salariés à la sécurité. Je passe rapidement avec là aussi des obligations de formation renforcées, notamment à l'égard des salariés sous contrat de durée déterminée ou des contrats de travail temporaire. Obligation d'évaluation des risques également, avec une démarche nécessaire pour l'employeur d'évaluation des risques qui doit conduire à la rédaction d'un document unique d'évaluation des risques. Et il doit s'agir d'un recensement global, exhaustif, et qui soit fondé sur le travail réel des salariés. C'est-à-dire que l'employeur doit mener une démarche concrète pour concevoir ce document unique d'évaluation des risques, dont il a l'obligation également de le mettre à jour, de le réactualiser, donc une fois par an précisément. Et ça, c'est une obligation donc particulièrement importante. Je pense que peut-être certains intervenants pourront compléter sur ce sujet. Toujours dans une démarche de prévention, la prévention de la pénibilité. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est une notion qui a été introduite avec la loi sur la réforme des retraites et avec encore une loi récente du 20 janvier 2014. Alors, avec une loi qui renvoie des décrets, tout ça est très, je trouve, assez compliqué. Hein. On a des textes réglementaires dans lesquels il est un petit peu difficile de se retrouver. L'idée, c'est que quand même, on doit en tout cas que cette démarche de prévention de la pénibilité s'inscrit en fait dans la démarche de prévention des risques et que le recensement des facteurs de pénibilité doit être annexé au document unique d'évaluation des risques. Le droit de retrait et le droit d'alerte, que vous connaissez peut-être, droit de retrait et, je dirais même plus précisément, devoir d'alerte du salarié. Le salarié bénéficie d'un droit de retrait d'une situation de travail lorsque se présente un danger grave et imminent. Mais il a au préalable le devoir d'alerter l'employeur. Le CHSCT, quant à lui, bénéficie d'un droit d'alerte. Je ne m'étendrai pas plus, puisque je vous ai dit qu'il s'agissait d'une rapide typologie. Alors, rapide typologie des acteurs. Les acteurs internes, l'employeur, donc compte tenu des obligations dont il est débiteur, il est un acteur évidemment essentiel de la prévention des risques et de la préservation de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. Le salarié aussi est un acteur en ce sens qu'il a bien entendu l'obligation de mettre en œuvre les préconisations et les instructions de l'employeur et il a le devoir d'alerter l'employeur sur une situation de danger grave et imminent. En d'autres termes, aussi, le salarié est comptable quelque part de sa propre sécurité et il doit assurer la sécurité des autres salariés, ne pas mettre en danger la sécurité des autres salariés. Je passerai très rapidement sur le fait que le comité d'entreprise et le CHSCT sont évidemment des acteurs importants. Des acteurs externes, évidemment, que vous connaissez tous. Je ne m'étendrai pas puisqu'il s'agissait ici de faire un recensement assez rapide et non exhaustif. Mais évidemment, l'inspection du travail, la CARSAT ont des rôles que l'on connaît tous, alors plus ou moins, mais on sait qu'il s'agit là d'acteurs essentiels. Nous avons aussi deux instituts placés, je crois, tous les deux sous l'égide du ministère du Travail. L'Institut national de recherche en sécurité, INRS, qui fait des actions de formation, de prévention, qui fait des préconisations, et l'ANACT aussi. Voilà, deux acteurs externes également, donc qui sont un peu moins connus que l'inspection du travail et la CARSAT.
Donc, alors, j'avais loupé une diapositive, donc je ne l'ai pas forcément bien introduite au bon endroit. Le texte essentiel aujourd'hui en matière de sécurité, de préservation de la santé du salarié, c'est celui-ci. L4121-1 du Code du travail. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. C'est là donc le texte essentiel. Et j'en arrive à la deuxième partie, la quête du bien-être, qui rend nécessaire d'appréhender la situation de travail dans sa globalité. L'approche traditionnelle des risques en droit du travail, c'est une approche par le poste de travail. L'article, alors que je n'ai pas reproduit, mais L4121-3 du Code du travail, parle des postes de travail. C'est-à-dire que l'approche traditionnelle, c'est une approche physique, une approche des risques physiques avec la préservation des postes de travail par des mesures de sécurité, de protection des bâtiments, du poste de travail, etc. C'est-à-dire qu'on avait une sorte de dichotomie entre la sécurité qui renvoie à un danger immédiat et la problématique de la santé qui, elle, renvoie plutôt à une exposition à des facteurs de risque et à une exposition prolongée. Pendant longtemps, donc, on a vécu en quelque sorte sur cette dichotomie et les lois récentes l'ont quelque peu abolie. Et les dernières lois nous montrent qu'en réalité, la santé est envisagée, la santé et la sécurité sont envisagées également dans leurs conséquences à long terme. Donc il est bien évident aujourd'hui qu'il est considéré que la durée de l'exposition à un risque la durée d'exposition est donc considérée comme un facteur de risque. Ça, c'est l'approche traditionnelle, donc par le poste de travail. L'approche nouvelle, et là qui est élaborée par la jurisprudence, c'est l'approche des risques par l'analyse de l'organisation du travail. Et on va venir davantage au cœur du thème de ce colloque, mais il m'apparaissait essentiel de revenir d'abord sur le cadre légal et réglementaire et expliquer de quoi l'on partait. La jurisprudence va faire évoluer, et assez récemment finalement, cette approche des risques. Et on a un arrêt qui est bien connu en droit du travail, qui est l'arrêt SNECMA. Donc, dans cet arrêt, la Cour de cassation a suspendu les nouvelles modalités d'organisation des postes qui avaient été envisagées par l'employeur. Alors, c'est un procès qui est fait à l'origine par le CHSCT, qui a donc saisi la justice pour voir prononcer la suspension d'un projet de réorganisation de l'entreprise en démontrant, et donc le CHSCT a obtenu gain de cause, y compris donc devant la Cour de cassation, puisque le CHSCT est parvenu à démontrer que la nouvelle organisation était de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs concernés. Le CHSCT, dans cette affaire, avait fait d'ailleurs procéder à une expertise, et cette décision est donc très importante parce qu'elle marque l'intrusion du juge dans les pratiques managériales. Ou plus exactement dans les pratiques managériales et dans la possibilité donc de réorganiser l'entreprise comme bon lui semblait. Donc c'est une immixtion du juge dans le pouvoir de direction de l'entreprise. La jurisprudence va continuer un petit peu dans la lignée de cet arrêt SNECMA, en rendant, donc, on a des arrêts de juges du fond ou de la Cour de cassation sur les méthodes de management. On a notamment, alors c'est une décision de première instance, mais le tribunal de grande instance de Lyon, en septembre 2012. Alors je ne sais pas, ça évoquera peut-être quelque chose chez les gens qui sont en poste dans les ressources humaines ou chez les étudiants. C'est une banque qui avait envisagé
de mettre en place une procédure, si je puis dire ainsi, de benchmark, qui est a priori une procédure marketing qui vise à mettre en concurrence les salariés. C'est un syndicat qui saisit la justice, donc le tribunal de grande instance de Lyon, et va obtenir gain de cause, là aussi, puisqu'il va être démontré que l'employeur n'a pas pris suffisamment en compte les risques psychosociaux d'un tel système. Donc à l'origine, d'après ce que j'ai compris, c'est une procédure marketing qui vise à améliorer la compétitivité des salariés, des commerciaux à l'origine, et à les mettre en concurrence. Et cette méthode voulait être appliquée au management du personnel. Et donc là aussi, le tribunal de grande instance de Lyon, même si c'est une décision de juge du fond, il ne faut pas la regarder avec condescendance, elle est au contraire très importante parce qu'elle marque là aussi une immixtion du juge dans les aspects organisationnels de l'entreprise. Donc, cette immixtion du juge vient un petit peu bouleverser la conception traditionnelle de la liberté du chef d'entreprise, de la diriger comme bon lui semble, ce qui signifie que donc, le pouvoir de direction du chef d'entreprise est sous surveillance et qu'il n'est plus tout à fait libre de ses méthodes de gestion qui peuvent être soumises à la censure du juge. Et ces méthodes de gestion doivent donc prendre en compte l'impact des mesures envisagées pour réorganiser le travail ou pour manager les salariés. Et ces mesures doivent prendre en compte et recenser les risques psychosociaux. Alors, d'ailleurs, je finirai sur cette affaire du TGI de Lyon, mais c'était intéressant parce qu'on avait quand même l'impression que l'employeur avait pris un certain nombre de mesures qui auraient paru suffisantes, hein, puisqu'il avait bien recensé les risques psychosociaux, il avait bien mis en place un numéro vert pour les salariés qui étaient en situation de souffrance, il y avait un plan de qualité de vie au travail, etc. Cela a été jugé insuffisant. Ce qui nous amène à nous demander que la quête du bien-être au travail, c'est un exercice quand même délicat de délimitation de la prévention des risques. On sait d'abord que les risques psychosociaux, ce sont aujourd'hui des risques professionnels à part entière. Ça, aujourd'hui, ça n'aura échappé à personne, même s'il n'existe pas de définition précise des risques psychosociaux qui sont appréhendés à travers des notions de harcèlement moral, discrimination, manquement de l'employeur, de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des salariés, etc. Mais tout cela est bien rentré dans les esprits et concrètement, quelques illustrations. Donc les magistrats, ici c'est encore une décision de juge du fond, cour d'appel de Paris, invalide un projet de restructuration compte tenu de l'absence d'évaluation des risques psychosociaux. Ce qui veut dire donc concrètement que l'employeur, pour prendre de telles mesures, bien qu'il soit dans l'exercice de son pouvoir de direction, doit recenser les risques psychosociaux et donc les évaluer précisément. Donc c'est une contrainte très forte. Là aussi, autre illustration, alors sous un autre aspect, faute inexcusable de l'employeur, compte tenu de la surcharge de travail, de pression, d'objectifs inatteignables, etc. Une illustration donc parmi d'autres de choses dont on peut entendre. Là encore, un arrêt qui avait un petit peu défrayé la chronique, enfin du moins qui a été considéré comme un arrêt important, en novembre 2009, un harcèlement moral par les méthodes de gestion. Voilà. Donc les méthodes de gestion sont sous surveillance, pardon. Ce qui nous amène quand même à nous interroger sur les difficultés à délimiter les frontières des risques professionnels et d'une évaluation des risques professionnels qui va intégrer donc la santé mentale des travailleurs, compte tenu donc de ce qu'aujourd'hui on peut considérer au bilan de ce que je viens de vous dire qu'en réalité c'est un résultat sécuritaire qui est attendu de la part du juge et donc du législateur derrière. Concrètement, cela peut se concevoir comme devenant assez difficile, puisque, alors je vous donne l'exemple peut-être le plus extrême, mais aujourd'hui, dans ces affaires de suicide au travail, on peut voir
que, en quelque sorte, si on fait le résumé, l'analyse de la jurisprudence, que le juge a établi une sorte de présomption. C'est même pas une sorte, hein, il établit une présomption de lien entre le suicide et le travail de la victime du seul fait que le suicide est survenu au temps et au lieu du travail. Hein. J'insiste bien, le salarié qui se suicide sur le lieu de travail, dans cette hypothèse-là, il y a une véritable présomption de lien entre le suicide et le travail de la victime. Dans cette affaire, c'est d'autant plus, je dirais, évident qu'il ressort de ce qu'on connaît des faits de cette affaire que le salarié avait des problèmes personnels assez importants. C'est-à-dire de rupture matrimoniale, de départ de sa fille, problèmes financiers, que l'employeur l'avait aidé dans ses problèmes financiers. Il y avait quelques problèmes liés au travail, hein, mais il n'y avait pas que ça. Et le seul fait qu'il se soit suicidé sur son lieu de travail a été considéré donc comme établissant un lien entre le suicide et le travail. Donc suicide imputé au travail. Ce qui m'amène donc en guise de conclusion à vous dire que l'évolution donc de la conception des risques professionnels, voilà, on peut noter une évolution particulière des risques professionnels et parallèlement une évolution certainement de l'attente des salariés vis-à-vis de leur employeur. Donc on a une introduction de facteurs complètement subjectifs, puisque ce qui concerne la santé mentale est éminemment subjectif dans la mesure où chacun ne va pas réagir de la même façon à une même situation, qui va être ressentie comme stressante par certains, pas par d'autres, etc. Donc on est dans le domaine de ce qui est subjectif, et on assiste à l'évidence à un glissement. On part d'un droit matériel de l'hygiène et de la sécurité, un droit de la santé qui va intégrer une dimension mentale parce que c'est consacré par la loi, et peut-être, et donc c'est peut-être aussi l'une des questions que l'on va se poser, un droit du bien-être en entreprise. Ce qui est sûr, c'est qu'il est assigné à l'employeur aujourd'hui un nouveau rôle, qui est certainement aussi de contribuer autant que faire se peut à l'épanouissement du salarié et de sa qualité de vie au travail, puisque c'est une expression qui fait son intrusion dans notre droit petit à petit, et qui reçoit donc une traduction dans notre droit et dans notre jurisprudence en particulier. Alors, existe-t-il un droit au bien-être? Je ne sais pas, mais il existe certainement un droit aux conditions de développement du bien-être, c'est ce qu'on pourrait dire peut-être en résumant, puisque l'employeur, du fait de son obligation de sécurité de résultat, doit faire en sorte que le salarié ne se retrouve pas dans une situation de danger, dans une situation de risque. Donc un devoir de prévention extrêmement important, et tout cela chapeauté par l'obligation de sécurité de résultat. Donc certainement un droit aux conditions de développement du bien-être. Et enfin, pour terminer, en guise d'adresse à nos étudiants, une petite pensée